Salut tout le monde et bienvenue pour le hardcore flashback de WrestleMania 26 qui a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mars 2010 à l'University of Phoenix Stadium dans la ville de Glendale en Arizona aux États-Unis. Ici, tout comme l'ancien hardcore flashback sur WrestleMania 25, je vais pas parler du Hall of Fame ni du pré-show qui a vu en plus Yoshitatsu remporter une bataille royale à 26 lutteurs, ça n'a strictement aucun sens. Et on débute donc tout de suite avec le premier match qui comptait pour les titres par équipe unifiée, détenu alors par Show-Miz à ce moment-là, donc l'équipe formée du Big Show et du Miz, je pense que c'était logique, contre John Morrison et R-Truth, donc c'était deux très bonnes équipes et les deux équipes du moment à cette période-là. Donc j'ai mis que ça faisait plaisir de revoir Morrison. Juste une petite parenthèse, si je regarde pas la caméra, c'est parce qu'il y a mes notes et que j'ai vu le show il y a 3 jours, donc c'est normal que je me souvienne pas de tout. Donc oui, je reprends. Ça fait plaisir de revoir Morrison, étant donné qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça fait presque 5 ans plus tard. Je l'ai fait le 2 mars 2015 et ça a eu lieu en mars 2010, donc plus de 5 ans plus tard. Morrison est parti, je crois, si je me souviens bien, début 2011. Si c'était pas milieu 2011, il y avait même des rumeurs qu'il l'annonçait de retour début 2013, je crois. Donc là, on est début 2015, on ne l'a toujours pas revu. Ça, moi, ça me pose souci parce que c'est un lutteur qui me manque beaucoup. Donc le revoir dans un match là, c'est bien. Mais un match qui dure 3 minutes 30, c'est pas bien. C'est ce qui s'est passé dans ce match là. 3 minutes, un peu plus de 3 minutes 30, je crois, dans ce match là. Avec 4 lutteurs de talent. Alors le Big Show, oui, je le considère comme un lutteur de talent par son expérience quand même. Et de par son équipe avec le Miz, c'était un vent de renouveau, un vent de fraîcheur qui soufflait sur la division par équipe. J'aimais bien, en plus il y avait déjà d'autres alliances qui avaient été pas mal par le passé. Jericho, je crois, à moins que ce soit par la suite. Il y a Jerry Miz par la suite. Il y a eu aussi l'équipe entre Edge et Chris Jericho. Donc vraiment, c'était une période où c'était vraiment du renouveau et voir des alliances et pas forcément des équipes, ça faisait plaisir à voir. Sauf que le match est beaucoup trop court. Et c'est ça que je regrette tout simplement dans ce match-là. Ça m'a déçu. Je voulais en voir plus parce qu'il y a eu un beau Starship Pain qui a été raté, donc contré par le Big Show. Il était magnifique. Magnifique WMD aussi sur John Morrison. Donc vraiment, ça... C'est un match qui a fait plaisir sur 3 minutes 30, donc sur une courte durée, mais je voulais en voir plus, donc j'ai été assez globalement déçu. Et la raison, je pense, du match court, de la durée du match, c'est parce qu'il y avait 10 matchs à la carte et que ça faisait sûrement un peu beaucoup pour seulement 4 heures de show. Pour ce match-là et pour la courte durée, c'est très dur de noter ce genre de match-là. J'ai mis 5,5 sur 10. Pour moi, ma moyenne elle est à 6 sur 10. On peut comparer ça avec On ne demande qu'à en rire où la moyenne était à 12 sur 20. Pour moi, c'est un peu ça. Donc, je considère en dessous de la moyenne, mais sans que ce soit dramatique. Si le match avait duré 15-20 minutes, je suis sûr qu'il aurait eu 2 voire 3 points de plus. Le deuxième match voyait Randy Orton affronter Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. dans un match triple menace, donc ces deux anciens coéquipiers de la Legacy. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir Ted DiBiase, de voir Cody Rhodes un peu en rookie. Ça m'avait aussi fait souvenir son équipe avec son tout premier partenaire Hardcore Holly. J'aimais beaucoup, donc revoir Cody Rhodes comme ça, c'est un peu bizarre. On le voit rookie, tandis que maintenant, ou avant qu'il devienne Stardust, c'est plus un rookie, on sent qu'il a quand même acquis un peu d'expérience. Là, j'étais un peu déçu par ce match-là pour un point, c'est qu'on nous refait un classique 2 versus 1, étant donné que Randy Orton effectuait son face turn là et que les autres étaient restés heel. J'ai mis quel pun kick sur Cody Rhodes à la fin, donc qui lui permet de gagner le match, et puis avec le RKO qui est suivi sur Ted DiBiase. Ce match était quand même très plaisant, il est un peu court lui aussi, mais il est très plaisant et moi j'ai vraiment apprécié. J'ai mis le public est quand même, il est malade. Le public qu'on a eu à WrestleMania 26 était quand même bon. C'est rare de noter ce fait là, alors je me souviens plus du Raw post WrestleMania 26, mais en règle générale le public est beaucoup plus déchaîné lors du Raw post WrestleMania qu'à WrestleMania même. Là le public était très bon et j'avais pas souvenir d'un public comme ça. Et puis j'ai mis petit point négatif, pourquoi faire gagner Orton alors que les deux autres sont censés être à ce moment-là le futur de la compagnie. Alors maintenant actuellement Ted DiBiase Jr. a été viré et Cody Rhodes est dans une phase un peu transitoire, mais à ce moment-là Orton n'aurait pas dû gagner selon moi parce que les deux autres étaient plus jeunes et méritaient plus cette victoire pour leur carrière que Randy Orton qui avait déjà eu des titres mondiaux. Alors j'ai vraiment apprécié ce match, c'est juste un petit point négatif. Le match est un peu court, ce qui handicape quand même la note passablement à mon sens. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Et d'ailleurs, vous pouvez tout redécouvrir mes critères dans le lien, dans la description tout simplement sous la vidéo. Le troisième match était le Money in the Bank Ladder Match qui n'était donc pas en opener.
J'aurais préféré le voir en opener plutôt que de voir le match qui comptait pour les titres par équipe, mais bon, bref, passons. J'ai mis c'est quoi cette coupe Kofi Kingston? Alors j'avais complètement oublié ces petites tresses, on dirait une gamine. D'ailleurs il a effectué un petit botch, c'est dommage, mais il s'est quand même bien rattrapé avec le coup des échasses, avec les échelles, c'était plutôt pas mal. C'est du Kofi Kingston tout craché. Et puis on avait aussi Evan Bourne qui fait des prises magnifiques, alors son shooting star press du haut de l'échelle, je crois sur Christian, est magnifique aussi. Ouais, vraiment, ces deux-là envoient du rêve. Franchement, ils nous foutent des claques à chaque fois. Par contre, j'ai mis le botch de l'année passée à WrestleMania 25. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous invite à regarder le hardcore flashback de WrestleMania 25 sur ma chaîne. Mais on voyait Shelton Benjamin qui faisait une sorte de roulade sur MVP lorsqu'ils étaient sur les échelles pour lui faire une sorte de powerbomb pour l'envoyer à l'extérieur du ring. Et là, ça a été refait, ça a été réussi avec encore, c'est pas tout à fait précis, mais c'est réussi, c'est ce qui compte. Et puis j'ai mis pour terminer vraiment un Money in the Bank spectaculaire, comme on en voit plus, c'est vrai, parce que ça bouge dans tous les côtés. Le dernier qu'on a en date avec la victoire de Seth Rollins, mais il y a eu Seth Rollins et Dean Ambrose qui étaient sur le devant de la scène, donc pour Money in the Bank 2014. Mais les autres, c'était bof, quoi. On sentait pas vraiment ce qui se passait, comme par exemple dans ce match-là, pour moi c'est parfait. Donc la note j'ai mis 8,5 sur 10, ça méritait presque même plus je trouve. Si on compare entre les Money in the Bank, pour moi c'est un des meilleurs, je le dis clairement. Le quatrième match, vous voyez Triple H affronter Sheamus, donc je ne sais plus à quelle période c'était. Sheamus était King of the Ring, je crois que Triple H lui avait coûté le match lors de l'Elimination Chamber, donc je crois que c'est Elimination Chamber, le premier du nom en 2010, justement dans la cage où Sheamus défendait son titre face à 5 mecs. Triple H était là et Triple H avait battu Sheamus, donc il avait battu le champion assez rapidement je crois, et ça a débouché sur une rivalité entre les deux, et je crois que par la suite Sheamus va blesser Triple H je crois dans un street fight à Extreme Rules, donc dans le pay-per-view suivant, et c'est pour ça j'avais quand même souvenir d'une bonne rivalité, d'un match plutôt construit, et je me rends compte que le match à WrestleMania 26 est quand même passablement mauvais, selon mes souvenirs que j'ai, et je pense que c'est le street fight d'Extreme Rules, donc j'ai été passablement déçu, il y a beaucoup de cassures de rythme dans ce match-là. C'est violent, mais il pourrait faire beaucoup mieux. Le temps est très acceptable, il est quand même assez long, mais j'aurais voulu un peu plus long et plus violent. Et puis comme je l'ai dit, le public était un peu endormi, mais moi j'avais pas souvenir de ce match-là, comme je vous l'ai dit, j'ai été quand même globalement déçu. Alors je mets la moyenne, donc 6 sur 10, mais le Street Fight m'a vraiment perturbé en fait, en mal, je vais dire. Parce que j'avais vraiment en tête ce souvenir de ce match-là, c'est-à-dire un match bien bourrin, et là on se retrouve avec WrestleMania 26 où le match est assez lent, il n'y a pas beaucoup d'impact, donc j'ai été déçu de voir ce match-là. Je mets 6 sur 10 sur la forme, encore une fois, vous pouvez regarder les détails de ma façon de noter dans la description. Mais vraiment, j'ai été déçu et je me suis presque endormi devant ce match-là. C'est vous dire à quel point je l'ai trouvé décevant. Le cinquième match, vous voyez Rey Mysterio affronter CM Punk, je crois à ce moment-là que... Je ne m'en souviens plus, mais je crois que si Rey Mysterio perdait, il devait rejoindre la Straight Edge Society. Par la suite, il y aura un deuxième match où ce sera l'inverse. Si CM Punk perd, il voit sa tête rasée. Et on aura un match retour, donc vous comprenez que chacun a gagné son match qu'il devait. Je crois que c'est à Over the Limit où le perdant, donc c'était un match Air contre Pledge match, c'est-à-dire que si Rey Mysterio perdait le match, il rejoignait la Straight Edge Society, et si CM Punk perdait, vous voyez ses cheveux rasés, donc c'était les deux stipulations des deux premiers matchs. Remise en jeu dans le troisième. Donc là, c'était, je crois, pour si Rey Mysterio perdait, il devait rejoindre la Straight Edge Society, donc le groupe de CM Punk, formé de Luke Gallows, Serena et puis Joey Mercury par la suite. J'ai mis que Punk était parfait en ce temps dans la rivalité avec Rey. J'ai même souvenir lorsqu'il avait chanté Joyeux anniversaire à sa fille, donc à la fille de Rey Mysterio, et qu'elle avait pleuré. C'était magique. J'ai mis tout s'enchaîne tellement bien. Il y a aussi un bel hommage de Rey Mysterio envers Eddie Guerrero lorsqu'il veut effectuer son West Coast Pop, je crois. Donc la suite, lorsqu'il fait son 619, je crois. Le rythme est incroyable. Il y a un bon impact dans les prises. Franchement, c'est un match qui est un petit peu trop court, mais il est intelligemment construit et il est tellement bon. Là aussi, c'est une bonne suite. Bon, s'il y a eu Triple H contre Sheamus avant, mais c'est une bonne suite avec le Money in the Bank, où je mets encore une fois 8,5 avec une note personnelle de 2,5 sur 3. C'est quand même assez fort, je trouve que c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, le pire match de la soirée, Bret Hart contre Vince McMahon. Ce match, au niveau du in-ring, je ne peux pas le comparer aux autres. Alors c'est clair qu'au niveau storytelling, c'est une rivalité qui date depuis 13 ans, même si il y a 13 ans et le moment où il y a eu le match, la rivalité en tout cas, il n'y a rien eu. Étant donné que ça part du School Job de Montréal, il n'y a pas eu, Bret Hart ne voulait plus avoir affaire à la WWE. Mais quand même, c'est une rivalité qui date de 13 ans, donc c'est normal qu'elle ait
c'est normal qu'il ait sa place, ce match-là, pardon, dans WrestleMania 26. Cependant, le match en lui-même, il est dégueulasse, c'est normal. Bret Hart n'a plus lutté depuis un moment, Vince McMahon commence à se faire vu. Donc j'ai marqué sur mes notes, j'avais totalement oublié ce match avec la famille Hart, donc qui interviennent à Hart Dynasty principalement, qui attaque donc leur président Vince McMahon. J'ai mis match lent à souhait, mais le scénario est très bon, c'est vrai, le scénario est bon, mais le match, comme je vous l'ai dit, est catastrophique. Et le match est avant tout psychologique, et c'est aussi pour ça que je mets 1 sur 2 pour la note personnelle. Sur 2 parce que je rappelle c'est un match à stipulation qui est censé être un no holds barred match sans disqualification, enfin vraiment il n'y a aucune règle dans ce match là. Sinon j'ai mis que le public était mort, moi aussi, le temps est bien respecté pour ce match mais ça le fait durer. Vince McMahon n'a même pas le temps de porter une prise. Match beaucoup trop lent mais normal pour des hommes de cet âge là, il reste constant malgré tout. Donc vraiment ce que je vais mettre, le point d'honneur dans ce match là c'est la rivalité et le côté psychologique du match, tout simplement parce que il y a la famille Hart qui arrive et finalement ils se retournent contre Vince McMahon. La famille est plus importante que l'argent, donc ça a un réel impact je trouve dans la rivalité. Par contre le match est totalement catastrophique. J'ai mis 4,5 sur 10, je suis désolé, j'ai dit le storytelling ne compte pas dans la note de ce match là. Je compte que le in-ring, donc je mets 4,5 et aussi à noter le Vince Fierce Dixie dans le public est magique. Ensuite Edge affrontait Chris Jericho pour le titre poids lourd de ce dernier. Je rappelle que Chris Jericho avait remporté le titre avec l'aide de Shawn Michaels qui s'était attaqué à l'Undertaker dans l'Elimination Match, donc dans le pay-per-view éponyme un mois et demi auparavant, WrestleMania 26. J'ai mis que c'était une bonne rivalité pour un bon petit match. Franchement, il était vraiment bien, je trouve. C'est un des meilleurs, il reste classique, mais il est tout de même très très bon. Il a beaucoup d'impact, en tout cas pour moi, à titre personnel. J'ai mis qu'il y avait quand même quelques cassures de rythme, mais peut-être que cela vient de la blessure de Edge. Effectivement, Edge a des problèmes de respiration, on le voit, il n'arrive pas tout le temps à enchaîner, ça cause des cassures de rythme. J'ai trouvé le match bon, mais pas très fluide dans sa première partie, même si le rythme reste bon, les prises sont faites comme si rien n'existait entre, et c'est vrai, il y a des prises qui sont portées, mais on dirait que ça vient principalement de Edge, je sais pas un défaut que je lui donne vraiment à lui, à la personne même, mais on sent que le mec a plus forcément lutté depuis un bon moment, et il porte des prises, il y a du temps qui se passe entre, et du coup on sent qu'il n'y a pas de fil conducteur entre les prises, et ça c'est que dans la première partie, et ça me déçoit. Ensuite j'ai mis la deuxième partie est parfaite, le public est totalement dedans, Edge contre absolument tout, Jericho aussi, il a souhait, c'est parfait, l'après-match est aussi magique avec le spear qui est porté sur Chris Jericho et il traverse la barricade. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs de la soirée. C'est le deuxième pour moi. J'ai mis 9 sur 10. Il y a juste des petits problèmes de Edge qui revient de blessure. Je ne peux pas trop handicaper la note par rapport à ça parce que c'est normal. Il a été blessé, je crois, pendant 6 mois. Avec ce storytelling qui est quand même très très bon. Je ne compte pas là-dedans. Mais le fait que Chris Jericho était en équipe avec Edge et puis Edge a été blessé, les titres sont revenus à Big Show et Chris Jericho et Jerry Show. Et puis Chris Jericho par la suite critique Edge, donc Edge fait un face turn en étant blessé, c'est quand même plutôt pas mal. Donc tout est bien fait je trouve, il y a juste ces problèmes de rythme, donc 9 sur 10. Huitième match, le 10 Divas Tag Team Match. Eve était insupportable en face, je ne la supporte pas. Vraiment ce match est notable, déjà il dure 3 minutes, c'est catastrophique. J'ai mis le botch monumentaux de Gail Kim et Vickie Guerrero. Gail Kim sur sa prise de finition, Vickie Guerrero sur le splash, donc hommage aussi à son défunt mari Eddie Guerrero. Le match est vraiment notable parce que le match dure 2 minutes, ensuite toutes les divas viennent à tour de rôle, portent le prise de finition et le match se termine donc avec une victoire des Heels. C'est très très rare à noter, à souligner, étant donné que normalement à WrestleMania c'est les faces qui gagnent et surtout dans des matchs de divas. J'ai mis les deux à mettre en avant, ces deux championnes, Michelle McCool et Maryse, tant par leur physique, je trouve, que par leur in-ring. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'aurais voulu en voir plus, mais c'était déjà ça. On va dire, c'est la petite consolation du match qui a été plus ou moins minable. J'ai mis match de merde, mais victoire des Heels quand même à WrestleMania, fait intéressant à noter. Comme je l'ai dit, un notable, ne cherchez pas de détails de notes dans la description, il n'y en a pas. Avant-dernier match, John Cena affrontait Batista, le nouveau champion de la WWE depuis à peu près un mois et demi. Elimination Chamber, John Cena a remporté le match, Batista est venu grâce à Vince McMahon, a eu droit à un titre et l'a remporté. A noter juste qu'à ce moment-là, John Cena n'avait jamais battu Batista. Forcément, à WrestleMania, c'est leur troisième rencontre si on compte SummerSlam 2008 où Batista avait blessé John Cena, ils étaient les deux faces à ce moment-là, et le match à Elimination Chamber qui a duré environ 2 minutes. John Cena avait eu un match de 30 minutes dans les pattes, Batista était frais, donc voilà, on peut dire que c'est le troisième match, Batista a gagné 2 fois. Donc quelques cassures de rythme, là ça vient un peu des fois du côté un peu stiff, un petit peu violent, même si c'est pas violent des masses non plus.
Ça vient aussi de Batista principalement. Et ensuite j'ai mis le public est à fond dans le match et c'est vrai. On voit John Cena qui prend cher et qui résiste à toutes les tentatives de tomber de Batista. Ça fait que le public est à fond dans le match et moi aussi forcément j'ai bien aimé. J'ai mis bon match comme j'aime à l'image du Edge contre Chris Jericho, donc 2 matchs auparavant dans le même pay-per-view. Ensuite j'ai mis comme il le lance pour son attitude adjustment, donc John Cena porte Batista pour son double A et il le lance, vraiment. J'ai trouvé incroyable de voir Cena lancer Batista. Je veux dire, Batista il est pas léger comme une plume non plus quoi, je veux dire c'est quelqu'un qui a un gabarit assez fort, il le lance quoi, comme si c'était une petite plume. Ensuite j'ai mis beau botch sur la Batista bombe en plein air, parce qu'on voit John Cena qui se préparait à faire sa descente de la cuisse sur la nuque de Batista, comme il a l'habitude de faire actuellement. Puis Batista le surprend, le prend et il lui fait la Batista bombe, mais elle a été plus ou moins ratée. Bref, un petit botch qui coûte un demi-point à la note du match, mais c'est pas grave. J'ai mis finish un peu trop classique tout de même, c'est vrai, mais c'était un bon petit match quand même, vraiment. La note elle est de 7,5 sur 10, j'aurais même pu monter à 8, mais j'ai trouvé le match bon, allez, 7,5 c'est potable quand même. Ça reste un des meilleurs matchs de la soirée, même si la note est un petit peu en dessous des autres. Et pour terminer, le match de la soirée, selon moi, le main event, The Undertaker contre Shawn Michaels. L'Undertaker donc défendait sa streak qui était actuellement de 17-0. Shawn Michaels mettait sa carrière en jeu. S'il perdait, il prenait sa retraite définitivement des rings. Pourquoi un match carrière contre streak? Vous le savez, l'année passée, il y avait eu, et je vous renvoie encore une fois sur mon hardcore flashback de WrestleMania 25, il y avait déjà eu ce match-là, donc Undertaker contre Shawn Michaels. Undertaker avait battu Shawn Michaels de peu, et Shawn Michaels se disait qu'il arriverait forcément à battre l'Undertaker, qu'il était à rien et qu'il savait qu'il était capable, et que s'il ne pouvait pas le battre, sa carrière n'avait pas lieu de continuer, d'où sa carrière qui était en jeu pour ce match-là. Ensuite, j'ai mis quelle intensité dans ce match, mon Dieu, il y a un bon rythme et puis on sent que le public ne sait pas vraiment où se mettre. Parce que la streak de l'Undertaker qui se termine, c'est horrible et on l'a vu l'année passée pour WrestleMania 30. Mais Shawn Michaels qui prend sa retraite, c'est aussi dingue parce que Shawn Michaels, ça fait 25 ans qu'il lutte, on a l'habitude de le voir quand même lutter, c'est un des plus grands faces et c'est aussi un des plus gros trous du cul de la WWE. On l'a vu avec la DX récemment, vraiment il y avait eu beaucoup d'impact vraiment dans ce match-là et beaucoup d'intensité et ça s'est ressenti durant tout le match. Ensuite j'ai mis les deux lutteurs prennent cher. Par contre il y a un petit botch dans le compte du Last Ride de l'Undertaker sur Shawn Michaels. Là je sais plus si j'ai pris en compte le fait d'handicaper la note globale de ce match-là pour ça. Le match était tellement intense que je sais plus si j'ai puni en gros ce petit botch-là, mais je crois pas. Ensuite, j'ai mis que le moonsault de Shawn Michaels sur Taker, sur la table des commentateurs, était exceptionnel. C'est un moonsault qui est fait à l'arrière, c'est-à-dire qu'il ne savait pas du tout où il allait être. Il l'a un petit peu, il n'a pas été très précis, je ne veux pas dire qu'il l'a botché, il n'a pas vraiment ratterri le ventre sur celui de l'Undertaker pour que c'est un bon impact. Je crois que c'est plutôt le haut du torse qui a chopé les jambes de l'Undertaker. Voilà, mais ça a touché la cible et c'était exceptionnel selon moi. Là aussi, donc ça représente beaucoup de matchs dans ce pay-per-view là, mais il y a eu quelques cassures de rythme aussi, mais c'est normal, déjà il y a une grande intensité comme je l'ai dit. Ensuite on a quand même l'Undertaker et Shawn Michaels qui commencent à arriver gentiment dans la vieillesse et dans la fin de leur carrière, donc pour Shawn Michaels oui, parce que vous le savez c'est l'Undertaker qui a gagné. Donc voilà, et puis vu l'intensité du match, voilà, je reprécise, mais il y a eu un Last Ride, 3 switch in music, un Hell's Gate, 2 Shock Slam et 3 Tombstone. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est normal qu'au bout d'un moment, il soit fatigué. Donc non seulement il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup de finish comme j'aime, mais il y a eu surtout beaucoup d'émotions dans ce match-là. Comme vous le savez, Shawn Michaels a aussi été un de mes lutteurs préférés, donc c'est normal que j'étais ému à ce moment-là. Pour moi, c'est un grand lutteur qui a fini sa carrière avec un match exceptionnel, d'où ma note de 9,5 sur 10. La note globale est de 7,3 sur 10 et a donc 4 étoiles. Ensuite, j'ai pas forcément précisé les vainqueurs du match, donc je vais le faire là. Comme ils ont reporté le premier match. Ensuite, comme je l'ai dit, Randy Orton a battu ses 2 anciens partenaires. Jack Swagger avait créé la surprise en reportant le Money in the Bank. Ensuite, Triple H avait donc battu Sheamus dans ce premier match qui les opposait. Ensuite, comme j'ai dit, Rey Mysterio a battu CM Punk pour ne pas rejoindre la Straight Edge Society. Bret Hart a battu Vince McMahon. Chris Jericho a battu Edge avec un coup foireux. Mais par la suite, comme je vous l'ai dit, Edge s'est rattrapé. Ensuite, les Heels ont battu les Faces dans le 10 Divas Tag Team Match. John Cena a battu Batista pour la première fois pour devenir le nouveau champion de la WWE. Et l'Undertaker a battu Shawn Michaels pour conserver sa streak, mais pour aussi envoyer Shawn Michaels à la retraite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, partagez-la un max. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir parce qu'on s'approche gentiment des 400 abonnés. Puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain Arthur Flashback. À l'heure actuelle, je n'ai plus de DVD de catch, mais je vais en recevoir pour mon anniversaire qui arrive dans 4 jours.
Bah voilà, c'est mon anniversaire, faites partager la chaîne aussi. Ouais, objectif 400 abonnés, hein, c'est ça. Mais je vais recevoir des DVD justement pour mon anniversaire. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que ça va être basé sur l'année 2007. Donc voilà, l'année 2007, pourquoi pas le Royal Rumble, je sais pas s'il y a le Royal Rumble 2007 dans mes cadeaux d'anniversaire. Mais je pense que ce sera un pay-per-view de 2007. Donc on se retrouvera à ce moment-là pour le prochain Artois Flashback.